présenter les gens qui sont avec moi, Anne-Marie, puis je vais commencer tranquillement Pas de par respect problème. pour ceux qui étaient là. C'est quand même une heure de lunch, là. On va essayer de ne pas trop empiéter là-dessus. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente Guylaine Denis. Je suis à la direction éducation du public et événements. Je suis en compagnie de trois de mes collègues. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont connectés comme participants, là, mais je présente principalement là, les trois collègues qui sont avec moi dans le dossier de la Convention d'aide financière. Donc, notre directeur général, M. Rénal Hawkins. Je vois pas, Rénal, si tu fais des saluts, mais j'imagine que oui. Donc, Anne, qui est notre adjointe administrative, et Anne-Marie, qui est notre responsable communication, relations publiques. Donc, on est tous les quatre avec vous aujourd'hui pour parler de la Convention d'aide financière 24-25, parce que je vais vous faire des petits rappels, mais aussi celle de 25-26, qui est la nouvelle Convention d'aide financière. Je rappelle la mission de la Société de sauvetage et en même temps, j'en profite pour ça va être beaucoup de rappels aujourd'hui, en fait. Donc, ceux qui adhèrent au programme depuis 2022, vous allez réentendre des informations, mais c'est important de les répéter, ces informations-là. Et pour les nouvelles qui se sont joints au dossier ou qui ont hérité de ce dossier-là au courant de la dernière année, on veut s'assurer que vous ayez toutes les informations. Et peut-être que vous avez vu sur vos documents la mention Service national des sauveteurs. Donc, c'est notre nom légal, mais notre nom d'usage est la Société de sauvetage. Donc, c'est le même organisme, c'est le même personnel, c'est la même équipe. Donc, ne soyez pas surpris de voir dans les documents que c'est pour le Service national des sauveteurs qui est attitré au dossier. Notre mandat dans le programme de subvention, c'est l'administration, puis tout le volet, je vais l'appeler secrétariat, là, donc de faire les suivis du programme. On est les passeurs d'argent. On reçoit l'enveloppe budgétaire du gouvernement et on vous la redistribue. Donc, c'est pas nous qui avons établi les paramètres du programme. C'est pas nous non plus qui prenons les décisions quand vous avez des questions. Certaines, oui, quand ils sont d'ordre administratif, mais des fois, vous avez des questions un petit peu plus politiques ou touchées. On se retourne et on va vers le ministère faire des approbations. Donc, ça peut expliquer certains délais selon les moments. Alors aujourd'hui, on va faire un petit bilan parce que c'est quand même notre troisième phase qu'on va terminer. Donc, c'est le fun de voir l'évolution du programme. Je vais faire des rappels sur les règles administratives, sur la reddition de comptes, sur les audits, parce que vous allez voir, le programme n'a pas tant changé pour 2025-2026. Je vais vous en parler de 2025-2026 parce qu'on est dans la période où vous allez devoir soumettre vos demandes. Et on va faire des rappels là, sur la promotion, la publicité que vous pouvez faire. La séance est enregistrée. Elle va être rendue disponible sur le site web. Donc, vous pourrez vous y référer durant l'année. On l'enlève à la fin de l'année. Ça va être dans la section gratuité là, sur le site web, dans le menu des organisations. Les documents que vous avez besoin pour la gestion de la subvention, c'est la lettre d'acceptation, dans ce cas-ci 2024-2025, que vous avez reçue autour du mois d'août, autour du mois de septembre, qui vous confirme le montant que vous avez reçu. Vous avez besoin de la convention d'aide financière parce que c'est vraiment votre guide des normes. Et ce qui vous aide toujours dans la gestion de vos programmes, le guide des programmes de la Société de sauvetage et la liste de prix 2025-2026 qui sont sur votre tableau de bord. Donc, Anne-Marie pourra vous mettre les liens pertinents là, durant la présentation dans le chat. Fait que si vous voulez les enregistrer dans votre navigateur, ça va vous aider par la suite. Je profite juste du fait que j'ai parlé du guide des programmes pour faire une mini aparté. On a des rendez-vous virtuels à chaque mois et je vais vous dire que celui du mois d'avril va concerner le guide des programmes 2025. Donc, vous présentez les nouveautés dans la gestion des programmes. Celui que vous avez sur le tableau de bord date de 2022. Donc, il y a eu toute une refonte de fait sur le guide des programmes. Donc, l'équipe au programme va venir vous présenter ça. Je vous invite à vous inscrire au rendez-vous virtuel du mois d'avril. Bilan du programme, je vais inviter mon directeur général, M. Hawkins, à vous faire ce bilan.
Bien, officiellement, bienvenue à cette rencontre et fort heureux de pouvoir vous partager ce bilan du programme. Rappelons-nous que justement, il y a eu ce que j'appelle moi une période d'environ 6 mois, ce qui est la phase 1, entre le 15 août 2022 et le 31 mars 2023. On a eu à ce moment-là 153 signataires de conventions d'aide financière directement avec le ministère. Donc, ce qui veut dire que tout le processus avait été mis en place là, par notre équipe là, et la direction de la sécurité au sein du ministère de l'Éducation / loisirs, sport plein air. Donc, et c'est suite à cette phase 1-là qu'on est arrivé à mettre en place tout le processus administratif, là, comme le disait si bien Guylaine, là, pour administrer le programme dans la phase 2, 3 et 4 là, qui s'en vient. Donc, 153 signataires de convention, essentiellement, c'était pour les programmes de l'automne et de l'hiver. Et est arrivée la phase 2. Du programme pour l'année gouvernementale du 1er avril au 31 mars 2024. À ce moment-là, on a eu 200 demandes d'assistance financière. 198 demandes ont été conformes et finalement, il y a eu 193 conventions d'aide financière qui ont été approuvées et signées par les deux parties, soit vous et le Service national des sauveteurs. Comparativement à la phase 1, c'était entre vous et le ministère. Et celle qui se termine dans quelques jours, pour ne pas dire semaines, la phase 3. Donc, on a eu 182 demandes d'assistance financière, 172 étaient conformes, 162 il y a eu ce qu'on appelle une convention d'aide financière qui a été dûment signée et 10 avenants. Quand on parle d'avenants, c'est qu'il reste des résiduels de l'année auparavant, donc dans ce cas-ci de la phase 2, ça nous permettait de pouvoir poursuivre un peu l'utilisation de ces sommes d'argent-là dans la phase 3. Alors donc, c'est globalement ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet positif. Nous, on le voit dans les inscriptions, justement, de façon très claire. Et quand je dis ça, je peux convenir que justement l'année 2022, on peut dire 2022-2023, on peut dire il n'y a pas beaucoup de signification, mais je veux juste vous rappeler que c'était l'équivalent de 6 mois, là, donc session d'automne et session d'hiver. Mais vous voyez qu'en moyenne, on partait d'une environ 3500 brevets, médailles de bronze, et on a dépassé justement du double le nombre de brevets qui ont été traités. Et là, vous voyez la différence entre la gratuité et les brevets, c'est que, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui ont adhéré au programme de la gratuité, ben on voit quand même qu'il y a un effet positif parce que Guylaine vous en a fait mention un petit peu dans l'introduction. C'est qu'avec le programme de la gratuité, il y a eu une panoplie de messages d'intérêt public qui ont été manifestés par vous, les affiliations, soit parce que vous utilisiez justement toute la campagne promotionnelle autour de la gratuité, mais ça a eu des effets positifs là, dans toutes les régions du Québec. Là. Pour la phase 3, on travaille à partir de vos rééditions de comptes que vous avez fait à date là, et aussi en fonction de qu'est-ce que vous avez inscrit dans notre système là, de reddition de compte et aussi ce qu'on voit dans nos données. Je reprends toujours la même médaille de bronze. On estime qu'on serait à plus ou moins 5800 médailles de bronze. On peut peut-être voir là une légère baisse, mais en même temps, ce que je vous dirais, c'est que globalement, on le voit là, que ça a eu un effet positif dès le début. Et là, on voit nos brevets sauveteur national augmenter aussi. On voit nos brevets de moniteur de natation augmenter aussi. Alors donc, notre 13-14 ans, parce que là, il a atteint le 15 ans, c'est toutes des données sur lesquelles il faut travailler encore une fois pour bien interpréter ces chiffres-là. Alors, globalement, c'est ce que je pourrais vous dire ici. Si on va à l'autre, oui, c'est ça.
j'essayais de vous suivre avec mes notes. Là, ce qui est important à retenir ici, c'est quels sont les montants d'argent qui ont été distribués en fonction du différent budget du gouvernement du Québec, là. Et ce qu'on savait, c'est que pour l'an 1, on avait justement des sommes de 5 millions de la part du gouvernement. Et vous voyez, là, on a pu distribuer pour l'équivalent de, c'est écrit petit là, pour moi, mais pour un petit peu plus que 3 millions. Pour l'année 23-24, c'était aussi 5 millions et on a distribué pour environ 6,5 millions. Puis on l'explique, là, il nous restait des résiduels de l'an 1 puisque c'était sur 6 mois. Donc, on a profité justement des sommes disponibles pour faire plus d'octroi de subventions afin de rejoindre aussi la demande qui était très populaire là, dans les faits de nouveautés. Dans l'évaluation qu'on fait pour la phase 3, sous toute réserve de toutes les données, on évalue qu'on serait à 4 600 000 sur l'enveloppe 24-25 qui était aussi de 5 millions. Alors donc, là aussi, il va nous rester des petits résiduels qu'on pourra effectivement transférer avec les avenants pour la phase 4. Dans la phase 4, ce qui a été annoncé à l'origine, c'était 3,5 millions. Parce qu'on estimait qu'on pouvait peut-être aussi à ce moment-là aller chercher du financement via la mesure scolaire là, au Québec on bouge, là, qui était dans les activités parascolaires avec les écoles secondaires. Mais pour toutes les raisons qui leur appartiennent, il y a eu peu d'écoles enclins à vouloir offrir ce type de programme-là, considérant qu'il y avait aussi le programme de la gratuité. Mais avec la direction de la sécurité, dans les sports et loisirs, ils ont été en mesure de pouvoir aller chercher 1 million d'enveloppes supplémentaires dans le budget du gouvernement du Québec pour l'année 25-26, ce qui fait qu'on a une enveloppe de 4,5 millions pour l'année 25-26. Alors, nous, on espère être en mesure de répondre à toutes les demandes avec lesquelles on aura des conventions. Guylaine va vous expliquer tantôt certaines modalités, mais je dois aussi vous annoncer que 26-27, ben là aussi, on avait prévu une réduction de l'enveloppe initiale parce que c'était ça qui est estimé, mais là aussi, la direction de la sécurité dans les sports et loisirs avec le ministère Loisirs, Sport plein air, on a réussi à obtenir 1 million de plus. Alors donc, techniquement, au moment où on se parle, c'est une enveloppe de 3,5 millions. Donc, si on regarde là, avec les 2 prochaines années, à l'origine, c'était une enveloppe de 21 millions. Là, on serait rendu à 23 millions pour l'ensemble de ce programme-là. Ce qui est fort encourageant, qui répond à des besoins. Je me permets toujours un peu l'éditorial que plusieurs de nos membres nous indiquent que n'eût été de la gratuité, ils n'auraient pas fait la formation. Alors pour nous, c'est encore très important. Et un peu comme Guylaine dit, on en profite parce qu'on vous rencontre. On est en train de faire aussi une étude d'impact socio-économique sur ce programme-là avec le groupe Mallette. Alors, donc, incessamment, nos membres, dont vous et nos membres, vont être invités à répondre à des questions via le web pour venir justement bien expliquer l'impact de ce programme de la gratuité, là. Alors, moi, ça fait le tour et je sais que les questions sont prévues pour la fin. Alors, donc, je pourrais y rester jusqu'à la fin pour y répondre à vos questions. Parfait. Merci, Ronald. Donc, c'est beaucoup d'argent à gérer, hein, vous l'avez vu. Ce qui est la beauté, c'est qu'on nous a permis dans les dernières phases de pouvoir réutiliser les résiduels des phases précédentes. Donc, ça nous aide à pouvoir garder le cap. On va y revenir un petit peu plus là, vers la fin sur comment on va administrer ça au niveau de la phase 4.
Donc, des rappels au niveau des règles administratives. Alors, chaque année, à chaque fois que vous signez, vous recevez 2 documents par courriel. La première, c'est la lettre d'acceptation du montant total qui inclut la déduction de la somme non utilisée. Là, entre autres, pour la phase 3, vous avez reçu la lettre qui disait le montant total qui incluait les sommes non utilisées de la phase 2. Votre convention d'aide financière qui doit être signée par le mandataire. D'ailleurs, les mandataires, c'est des personnes déjà prédéfinies. Hein. C'est président, c'est les maires des villes. Donc, c'est vraiment là, les personnes les plus haut placées sur la hiérarchie de votre organisation. Et ce mandataire-là ne peut pas être changé. Alors, je sais que des fois, ça serait plus simple de pouvoir faire signer la greffière ou le greffier plutôt que le maire ou la mairesse. Mais malheureusement, là, c'est vraiment ce qui est prévu à la Convention d'aide financière. On avait adjoint, nous, cette année, à la lettre d'acceptation, un tableau. Là, Anne, vous avez fait par organisation un tableau qui récapitulait un petit peu là, les sommes utilisées, non utilisées, phase 1, phase 2, pour vous aider à suivre, parce que la lettre, de la façon dont elle est bâtie, c'est que le montant final. Mais quand vous avez des résiduels, vous devez les utiliser, vous devez aussi en faire la reddition de compte. C'était beaucoup plus simple à suivre. Fait qu'on a adapté les communications là, en fonction des besoins qu'on avait et que vous aviez, parce que vous aviez beaucoup de questions, puis c'était bien correct aussi. Fait que vous êtes meilleur dans l'administration du programme, puis nous aussi, on s'améliore. C'est ça qui est la beauté de la chose. La convention d'aide financière, c'est vraiment votre guide d'application. C'est là-dedans où il y a toutes les informations de ce que vous devez rendre, de ce que vous devez mettre en place. C'est votre livre de chevet là, que vous devez connaître et auquel on vous réfère tout le temps quand vous avez des questions. Les conventions d'aide financière, tous les documents, les bilans, là, dans ce cas-ci, avec la phase 4, le formulaire de demande, vous nous les envoyez à nous via l'adresse formation gratuite@sauvetage.qc.ca. Il y en a qui envoient ça au ministère. Bon, c'est correct qu'on a une belle relation avec nos personnes ressources au ministère. Ils nous les renvoient, mais pour essayer de faciliter et qu'on n'en échappe pas surtout, je vais vous inviter à prendre en note l'adresse courriel pour bien communiquer avec nous. Ceux qui sont nouveaux ou ceux qui n'ont pas adhéré dans les autres phases et qui adhéreront à la phase 4, bien, vous allez recevoir un lien une fois votre demande acceptée pour pouvoir compléter vos informations bancaires et toutes vos informations légales. C'est les paiements, les remboursements se font soit par transfert bancaire ou par chèque. Et il faut avoir signé la convention d'aide financière pour pouvoir recevoir un premier versement. Super important. Fait que je sais qu'il y a des villes, des fois, où c'est un petit peu plus long parce que c'est le maire ou la mairesse qui doit signer. Puis, des fois, on les reçoit, l'autre phase est déjà commencée. Là, fait qu'on doit faire l'arriérage. Mais c'est ça, on ne peut pas verser tant et aussi longtemps que ce n'est pas signé. On passe aux autres qui sont les conditions d'octroi. Bien sûr, il faut que votre dossier soit à jour. Vous l'avez vu dans le bilan que Rénal a présenté tantôt. Là, on reçoit des demandes, mais elles ne sont pas tous signées. Souvent, c'est bon, il y en a qui se retirent. Il y a des piscines qui ont été fermées entre le moment de la demande et le moment de la signature. Ben oui, des piscines fermées, ça a l'air qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi des fois parce que les dossiers ne sont pas conformes. Donc, c'est sûr que ceux dont la phase 2 n'était pas terminée, on n'avait pas les bilans, on n'avait pas la reddition de compte, on n'avait aucun chiffre de la phase 2, on n'a pas accordé le financement à la phase 3. Donc, super important là, d'avoir les échéanciers bien en tête et de les respecter et de nous soumettre vos documents. Sinon, on ne peut pas aller de l'avant avec la prochaine phase. Au niveau de la résiliation, parce qu'il est possible de se retirer, je vous rappelle que le programme est sur une base volontaire, donc ce n'est pas l'ensemble des membres affiliés du Québec qui ont adhéré au programme de gratuité. Il y a possibilité de résilier en cours de route. Des fois, il y a des changements de compagnie aussi. Hein. Ça arrive que la ville reprend la gestion de la piscine alors que c'était un organisme à but non lucratif ou une compagnie privée de gestion qui avait l'administration. Donc, il y a moyen de faire des changements en cours de route. Vous nous contactez,
on va faire un petit point ensemble de voir où ça en est rendu. Et au niveau de la résiliation, bien, on a besoin d'avoir une lettre qui confirme que vous vous retirez. Donc, c'est vraiment un processus qui est déjà décrit dans votre convention d'aide financière, mais vous n'êtes pas attaché, lié à cette convention d'aide financière-là. Là. Il y a des moyens de pouvoir se retirer en fonction des situations. Donc, on ne veut pas que vous vous sentiez restreint non plus. Donc, l'entrée en vigueur et la durée, c'est la même pour chacune des phases. C'est toujours du 1er avril jusqu'au 31 mars. Donc, dans le cas de la phase 3, elle a commencé le 1er avril 2024. Elle va se finir au 31 mars 2025. Vos obligations là, de reddition de compte et de remise de vos preuves, ben, c'est jusqu'au 15 juin. Mais le programme se termine officiellement le 30 juin. Et nous, tant que ça, c'est pas terminé, tant que vous n'avez pas fait votre édition de compte, que vous n'avez pas soumis vos documents, on ne peut pas aller de l'avant avec la phase suivante. On ne peut pas octroyer les sommes à tout le monde parce qu'on doit attendre de savoir combien d'argent n'a pas été utilisé dans la phase précédente. Alors, quand vous attendez tous au 30 juin pour remettre vos documents, c'est ce qui fait qu'on envoie les documents, nous, plutôt en août ou en septembre. Donc, ça retarde beaucoup, beaucoup le processus. Fait que je vais juste vous l'expliquer. Je sais que vous avez chacun vos enjeux, c'est correct, mais il n'y aura jamais d'acceptation au courant du mois d'avril parce que les redditions de comptes ne sont pas terminées. Mais vous pouvez commencer quand même à offrir les formations en avril. Si vous avez des questions, vous contactez Anne ou moi, puis on va vous guider là, en fonction des demandes que vous avez faites. On donnait aussi la petite, je sais qu'il y en a qui ont commencé à poser ces questions-là. Là, j'ai un cours qui va commencer le 30 mars, mais j'ai déjà fini toute mon enveloppe financière. Est-ce que je peux l'appliquer sur la prochaine? La réponse va être oui, mais il va falloir faire attention. Comme Rénal l'a dit, on a un petit peu moins d'argent. On va gérer ça un petit peu plus serré l'année prochaine, mais votre session printemps là, pourra être assumée. Dans les autres règles administratives, ben, on vous rappelle que la raison du programme, c'est de pouvoir offrir la formation gratuite. Ce n'est pas un programme de remboursement. On a de moins en moins, mais on a encore des parents qui nous appellent pour avoir des remboursements parce qu'ils ont payé le cours de leurs enfants. Donc, ce n'est pas un programme de remboursement, c'est vraiment à l'adhérent d'offrir la gratuité. Et ce qu'on veut, c'est de former des nouveaux sauveteurs. On veut former des gens qui vont être là et qui vont rester. Puis vous n'avez pas idée des témoignages qu'on a. Pas juste des jeunes, on a aussi des personnes un petit peu plus âgées. On en a qui ont toujours rêvé de devenir sauveteurs, puis parce que la formation est gratuite, bien, ils ont décidé d'aller suivre leur formation et ils donnent quelques heures à la piscine de leur quartier, surtout les bains du matin parce qu'ils sont tannés que la piscine ne soit pas ouverte. Donc, d'aller chercher des adultes, on le dit là, depuis quelques années, c'est aussi une bonne stratégie. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller se payer la grosse formation. Donc, la gratuité leur donne un accès qu'ils ne se seraient pas permis. Fait qu'hésitez pas à mettre ça de l'avant, là, des cours pour adultes. Là, il y a plusieurs villes qui le font et nous, de ce qu'on voit, là, c'est que ça amène une belle stabilité. On a des beaux résultats de ce côté-là. Les dépenses admissibles au programme, ben, c'est le coût d'inscription. Donc, le coût d'inscription doit être à 0 et les manuels et la certification sont inclus dans le calcul de la subvention. Donc, l'argent qu'on vous remet, ça couvre les coûts d'inscription et les manuels. Ce qui n'est pas couvert, c'est les articles personnels, sifflets, t-shirts, masques de poche. Ça, vous pouvez les vendre, vous pouvez facturer le client sans problème. Ce que ça ne couvre pas non plus, c'est ce que je vais appeler le membership. Donc, vous avez dans votre centre aquatique une carte de membre obligatoire pour pouvoir s'inscrire au cours chez vous. Et cette carte-là, elle est valide pour l'année, ça donne accès aux bains libres, etc. Ça, ce n'est pas couvert dans la formation. L'autre chose aussi qui n'est pas couvert, c'est ce que je vais appeler les frais de contrat. Donc, je m'explique. Vous avez une plage, c'est surtout en plage qu'on voit ça. Vous avez une plage et vous n'avez pas de formateur, vous n'offrez pas nécessairement les cours, mais vous allez sous-contracter une compagnie qui va venir donner des cours de sauvetage national plage chez vous. Et là, la compagnie vous facture des frais de déplacement, d'hébergement des formateurs, de per diem pour les formateurs. Ça non plus, ce n'est pas couvert dans le frais de la subvention. Donc, vous pouvez les charger
ces frais-là au candidat, vous l'auriez fait dans votre cours normal. Et le parallèle que je pourrais vous faire, c'est les cours de sauveteur national océanique qui se donnent au Costa Rica, à Hawaï. Le voyage n'est pas gratuit. Les jeunes payent leur voyage. C'est la partie formation qui est gratuite. Alors, il y a moyen là, de pouvoir venir intégrer ces frais-là là, sans problème. Si vous avez des questions, vous nous contactez, puis on va regarder avec vous. Il faut vraiment que ce soit bien mentionné sur vos factures, bien mentionné sur votre site Internet, que ce soit clair. Pour éviter qu'on ait des plaintes. Puis quand on a des plaintes, de toute façon, on vous appelle pour essayer de comprendre la situation et ça nous permet de pouvoir expliquer aux parents là, aussi là, que ça, c'est permis. C'est ça. Alors, c'est les frais qui sont couverts. Dans les résultats qu'on vous demande d'entrer, c'est les réussites, les échecs et les abandons. Vous entrez ça dans votre tableau de bord. Vous l'entrez aussi dans la plateforme Gestio. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, on facture maintenant un frais administratif pour les abandons. C'est beaucoup de gestion, les abandons, pour vous et pour nous. Et vous recevez le financement total aussi pour les abandons. Les abandons, nous, on doit absolument les auditer. C'est obligatoire, c'est dans notre mandat de gestion. Alors, on doit connaître la raison pour laquelle les jeunes ont abandonné. Donc, on a du contact téléphonique, du contact courriel, du sondage. Et ça nous demande quand même un suivi administratif qui est assez lourd. Alors, depuis le 1er janvier, là, on vous facture les abandons. Pour les cours combinés, donc les cours combinés, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer les frais qui sont rattachés, pas les frais, mais les subventions rattachées pour chacun des cours. Donc, médaille de bronze, croix de bronze combinée et moniteur de natation, moniteur en sauvetage combiné. À partir du 1er avril, donc pour la nouvelle convention d'aide financière, à la Société de sauvetage, vous allez avoir les frais de brevet qui vont être facturés pour la médaille de bronze au même prix que si vous donnez un cours non combiné et pour le croix de bronze aussi au tarif qui est, je vais dire 100% du tarif. Là, on vous tenait comme un rabais de combiné. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour nous au niveau de la gestion. Et au niveau du calcul du financement qui avait été fait, le frais de brevet était calculé à 100%. C'était la gestion administrative et le frais de salaire des moniteurs qui avait été réduit parce que vous pouvez le donner en un petit peu moins d'heures. Donc, ça ne devrait pas vous pénaliser. Au niveau des abandons, je vous l'ai dit, on a un contrôle un petit peu plus serré. Qu'est-ce qu'un abandon? C'est un jeune qui a commencé le cours. Il doit avoir participé à au moins un cours, ce qu'on appellera les no-shows. Il s'est inscrit, il a donné son nom, je l'ai appelé, il m'a confirmé qu'il allait être là, mais il ne se présente jamais, ce n'est pas un abandon. Et il n'est pas financé. Alors, je sais qu'il y a des centres aquatiques qui ont trouvé des bonnes solutions pour essayer de contrer les no-shows. C'est pas facile. Dès que c'est gratuit, on le sait, l'engagement est peut-être un petit peu moins là. Il y a des centres aquatiques qui font des séances d'information, des séances d'évaluation, des rencontres avec les parents. Nous, ce qu'on observe, c'est beaucoup dans le médaille de bronze, comme c'est comme un peu vu comme la continuité du programme de natation. C'est pas trop grave s'il ne va pas à chaque semaine. C'est autre chose. Il faut que les parents comprennent qu'ils sont rendus dans un cours qui est vraiment différent et où l'engagement est important. Donc, je sais qu'il y a des séances d'information qui ont été mises en place. Il y a du mentorat, il y a de l'appel téléphonique, il y a du suivi téléphonique. Là, je sais que vous travaillez fort pour essayer d'éviter le taux d'abandon. Il y en a qui mettent aussi des frais de dépôt qui sont remboursables, un peu comme les frais administratifs de tantôt. Assurez-vous que c'est bien libellé sur la facture. C'est quoi le processus de remboursement? À quel moment ils vont être remboursés? Donc, on veut éviter les plaintes. C'est une procédure, c'est une façon de faire qu'on accepte. Je sais que ça vous aide dans votre gestion et le fait de mettre la main dans les poches du client, il y a un engagement qui est un petit peu plus là. On a aussi tout le volet des feuilles d'examen, les feuilles de présence. Ça nous aide tout à contrôler les abandons. Donc c'est ça. Faut vraiment mettre un petit effort là-dessus. Là. Vous comprenez que pour nous, c'est une gestion administrative là, qui est un petit peu plus exigeante. Les challenges ne sont pas acceptés dans le programme de gratuité. Donc, pour les challenges, si vous organisez des challenges, il y a moyen là, de pouvoir facturer
le frais là, que ça vous coûte pour pouvoir l'organiser. Au niveau des transferts de groupe, bon, les jeunes suivent un cours de médaille de bronze, tombent malades avant l'examen, ne peuvent pas être présents à l'examen ou à une sortie scolaire, donc pourront faire leur examen dans un autre groupe. Faites attention, il faut respecter le groupe original. Nous, c'est rattaché à la subvention. S'il va dans une autre piscine, il faut vraiment que les feuilles d'examen reviennent à la piscine originale pour que ce soit rentré dans cet examen-là. Sinon, c'est vous qui allez avoir offert le service à ce candidat-là ou à cette candidate-là. Et c'est l'autre piscine qui va l'avoir mis sur sa feuille d'examen où on va faire la reddition de compte, puis c'est eux qui vont avoir l'argent. Donc, faites attention au transfert d'examen. Il y a vraiment une procédure sur votre tableau de bord, respectez-la. Les transferts d'examen, ça se passe beaucoup avec les dossiers papier. C'est comme ça qu'on réussit à garder le cap et à pouvoir bien recenser aussi les jeunes, là, parce que même pour nous, quand on reçoit des résultats et qu'ils ne sont pas associés au bon groupe, encore là, il faut chercher de où ils viennent. Donc, c'est ça. Et on vous demande, pour nous aider puis aider les parents à trouver d'autres examens ou à vouloir avoir un challenge, d'afficher vos cours sur le site web. Ça aide beaucoup là, pour les parents, mais aussi pour nous quand on doit les accompagner dans ce processus-là. Alors, les montants de la Convention d'aide financière, vous vous souvenez, en la phase 2, on avait des montants. À la phase 3, ils ont été indexés. À la phase 4, ce sera les mêmes montants. Alors, ils ne seront pas indexés. Vous comprenez qu'on a une enveloppe moins élevée aussi. Donc, ce sera les mêmes tarifications. On doit offrir les formations gratuites aux personnes qui résident au Québec, donc qui ont une adresse au Québec. Et si jamais il y a des taxes applicables, vous les appliquez. Techniquement, 0 fois 15 de taxes, ça donne 0 là. Fait que sur le cours en lui-même, vous n'avez pas à percevoir de taxes, mais si vous voulez, je sais qu'il y en a plusieurs qui ne voulaient pas changer leur système, puis c'est correct, ça arrive à 0 à la fin quand même. Au niveau des règles administratives, il y a de la formation au niveau des moniteurs de natation qui ont été reconnus, puis des formations aussi de secouristes qui ont été reconnues par d'autres organisations et qui peuvent être soumis à la Convention d'aide financière. Alors, je parle du secouriste général de la Croix-Rouge, qui est l'équivalent du premier soin général. Donc, si votre organisation offre des cours de secouriste général de la Croix-Rouge pour des jeunes qui sont dans le continuum pour devenir sauveteurs, super important. Ils peuvent être soumis à la gratuité. Là, on n'a rien, nous, dans notre base de données, donc c'est sûr que ça nous prend les feuilles d'examen, ça nous prend les feuilles d'évaluation, les preuves de présence, les preuves d'inscription, parce qu'on n'est pas capable de faire de corroboration avec notre base de données. Même chose pour le programme de moniteur de natation du YMCA, c'est un programme qui a été reconnu, et le programme de moniteur de natation de Récréo. Alors, si vous voulez les faire appliquer à votre convention d'aide financière, c'est les 3 programmes qui ont été reconnus, mais vous devez nous fournir toutes les pièces justificatives parce qu'on n'a rien dans notre base de données. Si jamais il y en a d'autres qui vous offrent d'autres cours de d'autres organismes, ils doivent être soumis à un comité indépendant qui va évaluer les contenus de formation. Il y a des règles qui ont été établies par le ministère là, qui doivent être respectées. Alors, il y a un processus de reconnaissance. Pour la vérification, mais ça, c'est vraiment notre responsabilité à nous dans le contrat qui nous lie au ministère là, pour la gestion du programme, de faire les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'argent qu'on vous verse ou qu'on va vous verser est utilisé pour les bonnes raisons. Donc, c'est sûr que des fois, on est un peu exigeant, mais vous comprendrez qu'on a cette responsabilité-là, on est imputable. Et vous aussi. Puis, il n'y a personne, je pense, ici qui souhaite que la vérificatrice générale débarque pour voir si on a respecté les règles. Alors, je ne la connais pas, mais je n'ai pas envie nécessairement de la connaître et je suis sûre que c'est la même chose pour vous. Fait qu'on va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Au niveau de la reddition de compte, on travaille avec Gestio. Maintenant, si vous avez des questions sur Gestio, Anne peut bien vous expliquer, bien vous guider. Prenez rendez-vous avec elle. C'est vraiment notre master Gestio ici. Elle va vous aider là, à pouvoir rentrer vos informations. Pourquoi on travaille avec Gestio? C'est que sur la base de données, on ne peut pas venir téléverser des documents.
Donc, on voulait une plateforme qui était sécurisée parce qu'il y a quand même des informations sur les feuilles d'examen qui sont des informations dites sensibles. Alors, Gestio est une plateforme qui est sécurisée et qui vous permet de venir téléverser vos documents. Et nous, si jamais il y a un audit du ministère ou de la vérificatrice générale, ça nous donne accès à toute cette bibliothèque-là, rattachée chacun à vos comptes. Et il y a possibilité d'avoir plus qu'un utilisateur sur la plateforme Gestio pour venir faire la reddition de compte. Donc, n'hésitez pas là à pouvoir déléguer les tâches dans votre équipe. Pour les feuilles d'examen, on s'en vient bon. On s'en vient vraiment bon. Ils sont de mieux en mieux remplis, sont de plus en plus signés. Vraiment, là, vous avez mis un effort incroyable dans la dernière année. On l'apprécie vraiment beaucoup. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais je vous le dis, là, on a vu une belle amélioration de ce côté-là. Pour ce qui est du rapport financier que vous devez faire, vous pouvez le faire à chaque session, mais vous pouvez le faire aussi à la fin de l'année seulement. Et Anne a un document qu'elle a monté qui peut vous servir de guide où vous venez juste écrire les informations. Donc, n'hésitez pas à lui demander, elle pourra vous l'envoyer par courriel. Donc, c'est un des documents qu'on vous demande de soumettre pour la reddition finale. Donc, tous les bilans qu'on vous demande toute l'année, c'est d'aller les rentrer dans Gestio pour juste qu'on puisse faire le suivi session par session. C'est ce qui nous permet de vous sortir les chiffres que Rénal vous a présentés. Mais les pièces justificatives, là, vous avez jusqu'au mois de juin pour les déposer. Là. Tant mieux si vous le faites à chaque session. Je pense que c'est la meilleure façon de faire qui fait que la montagne a l'air moins grande à gravir. Surtout pour ceux qui ont beaucoup de cours dans une session. Mais les pièces justificatives ne viennent pas pour nous justifier le fait qu'on vous verse ou qu'on ne vous verse pas les sommes pour le premier et le deuxième versement. Par contre, c'est ce qui va faire qu'on va vous faire le troisième versement et accepter aussi votre demande de la phase suivante. Je vous ai mis des exemples de feuilles d'examen bien remplies, bien complétées, signées et tout, là, donc les cases remplies. Il ne faut pas oublier qu'on doit garder ça pendant 5 ans. Pour le programme, c'est 3 ans, mais nous, dans nos politiques et procédures, c'est 5 ans que vous devez tout garder ça. Alors, super important là, de pouvoir bien les remplir parce que c'est pas vrai que dans 5 ans, on va se souvenir qui avait donné le cours, qui avait suivi le cours et vous n'avez pas aidé le nombre de candidats oubliés sur les feuilles d'examen. Donc, vérifiez vos choses. Quand on se fait appeler 2 ans plus tard parce qu'ils veulent faire une requalification sauveteur national, mais qu'ils n'ont jamais reçu leur carte de sauveteur national, on cherche en tabarouette, puis vous autres aussi, puis les moniteurs aussi. Et c'est des cas qui arrivent. L'épreuve d'inscription du participant, ça peut être généré via vos plateformes d'inscription. Ce n'est pas obligé d'être une facture par participant. Ça peut être un bilan d'inscription pour votre cours. Les plateformes sont tous différentes. Donc, allez chercher là, ce que vous êtes capable d'avoir dans votre Amelia ou Sport Plus, ou je ne les connais pas tous, là, mais on veut avoir une preuve que les jeunes se sont inscrits au cours, là, qui sont rentrés dans votre système. Et au niveau des feuilles de présence, bien, on veut avoir les dates, on veut savoir s'ils ont été là, pas été là. Et je prends l'exemple de la Corporation récréative de Victoriaville là, qui nous avait gentiment transmis des exemples qu'on avait utilisés et c'est une bonne façon de les remplir. Alors, mon dernier point avant de vous parler de la phase 4, c'est les audits de qualité. Donc, on audite les abandons, comme je vous ai dit, mais on audite tous les cours qui sont offerts sous la gratuité. C'est via un sondage web. Et on va vraiment chercher les commentaires. Des fois, ça donne lieu à faire des petits suivis un peu plus personnalisés avec vos moniteurs, avec vos évaluateurs, des fois avec vous-même, parce qu'on reçoit des commentaires des candidats. Ce n'est pas anonyme, ils doivent s'identifier parce que nous, on veut pouvoir avoir le cours qu'ils ont suivi. Donc, c'est ce qui amène des fois à avoir des appels peut-être de l'équipe programme là, pour venir replacer certaines choses. Au niveau de l'équipe programme, ils font aussi des audits en ce moment sur les cours au niveau du plan de cours, de l'utilisation de la documentation. Donc, surprenez-vous pas, là, il y a comme 2 audits qui roulent en parallèle qui n'ont pas le même objectif. Je vous annonce en même temps, ça me permet de faire quelques petites annonces si vous avez lu le bulletin des affiliés d'hier. On va avoir maintenant sur la base de données là, dans votre tableau de bord, quand vous allez rentrer des candidats à un examen, on va avoir la notion de courriel obligatoire. Et ça va être en place dès le 26 mars.
Pourquoi on a mis ça? C'est pas juste pour le programme de gratuité, c'est qu'on est en train de travailler une refonte de notre système informatique et de notre base de données. Et on va s'en aller vers un système qui va être national, qui va être canadien. Et le courriel va devenir une quatrième validation de l'identification du participant. Alors, pour pouvoir nous permettre de bien faire la transition de système, ça va nous prendre des courriels et on commence tout de suite parce que sinon, on ne sera pas capable de rattraper ce retard-là. D'ici le 26 mars, si vous voulez, sur la page du site web où on vous explique ce nouveau processus-là, il y a un formulaire Excel que vous pouvez remplir en nous envoyant, par exemple, la liste de vos participants d'étoiles de bronze, médailles de bronze, qui sont déjà inscrits dans des croix de bronze, dans des médailles de bronze pour la prochaine session. Envoyez-nous la liste avec numéro de membre, nom, prénom et courriel de ces participants-là et nous, on va aller les rentrer dans les dossiers, ce qui va faire que quand vous allez rentrer vos examens, il y aura déjà un courriel à leur dossier. Donc, on pourra vous donner on pourra vous donner plus d'informations là-dessus. D'ailleurs, lundi, on a un rendez-vous virtuel sur l'encadrement des participants, puis je vais vous montrer comment ça va fonctionner là, à la fin de ce rendez-vous virtuel-là. Je vais vous montrer le visuel que vous allez avoir dès le 26 mars. Phase 4. Alors, le formulaire est déjà en ligne sur le site du ministère. Notre page, nous aussi, de notre site web a été mise à jour. Anne-Marie va pouvoir vous mettre le lien si vous ne l'avez pas vu. Il y a eu un petit délai, là. On avait une erreur de calcul dans le formulaire, donc il a fallu que le ministère revoie tout ça et le remette en ligne. Mais bon, c'est arrivé dans la semaine de relâche, fait que sur je ne sais pas combien de courriels qu'Anne a envoyé, on avait une centaine qui étaient en vacances, fait qu'on s'est dit, ouf, ça ne retardera pas trop de monde. Ça vous laisse encore un bon 2 semaines et demie là, suite à la rencontre d'aujourd'hui pour le remplir. Donc, comme Rénal vous l'a dit, on a une enveloppe qui est réduite de 500 000 $. Je vous rappelle que c'est de l'argent public, hein, donc ce n'est pas un puits qui est sans fond. Il y a des règles qui sont assujetties et on a appris aussi à travers les années. Ce qu'on va faire pour la prochaine demande de la phase 4, pour vous donner un ordre de grandeur là, à la phase 3, quand on a rentré les formulaires intégrales. Là. Donc, ce que vous aviez demandé, on l'a rentré dans le fichier. On avait des demandes pour plus de 9 millions de dollars. Et on va finir l'année, on vous a montré tantôt un résultat préliminaire là, de 4,2. On devait finir autour de 6 millions. Fait que vous comprenez qu'on est passé de 9 millions à 6 millions. 9 millions estimés à 6 millions probablement en réel. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que souvent, vous mettez dans votre demande le maximum de participants par cours. Donc, vous mettez, par exemple, sauveteur national à 15, médaille de bronze, croix de bronze à 12. Mais quand on regarde votre historique des dernières années, on réalise que vous avez toujours eu autour de 6, 7 participants par cours. Et c'est là quelle est la différence sur le fait que les demandes sont faites pour des groupes pleins, mais que souvent, ce ne sont pas des groupes pleins que vous soumettez à la fin de l'année. Alors, comme on a 500 000 de moins, ce qu'on veut éviter, c'est que tout le monde soit pénalisé. On va procéder en étapes. Donc, l'étape 1, c'est qu'on va recevoir vos formulaires, on va les rentrer intégrales dans notre système. On va voir c'est quoi le montant total qui va... il nous fait toujours un peu peur quand on paye sur calculer. Donc, ça va être notre montant brut et on va faire un peu comme on a fait à l'autre phase, c'est qu'on va vous challenger sur vos demandes. Alors, l'exemple que je viens de vous donner, si vous avez mis tous des groupes pleins, mais qu'on voit que dans votre historique des 2 dernières années, puis là, on a 2 années complètes de gratuité, fait qu'on a une idée un petit peu plus réelle des vrais résultats. On va vous challenger, puis on risque de vous demander de couper dans votre formulaire déjà à l'avance. Il y en a qui ont passé ce processus-là parmi vous. Il y en a que moi, j'ai parlé, ma collègue Charlotte ou Anne. On a fait ce genre d'appel-là à la session à la phase 3. On avait 3 millions à couper. Là. Vous comprenez que ce n'est pas un job qui est super facile, mais des fois, en discutant, on peut comprendre un petit peu c'est quoi vos stratégies.
Puis on fait vraiment du cas par cas, là. Parce que si jamais on n'arrive pas, puis qu'on dépasse vraiment de beaucoup, ce que le ministère va nous imposer, c'est de couper mais au prorata pour tout le monde. Alors, ça pourrait être un 5 un 10 mais qui serait appliqué également à tout le monde. Puis on veut essayer d'éviter ça parce qu'on sait qu'il y en a qui ne donnent pas beaucoup de cours et c'est très, très proche de la réalité. Mais les plus grosses villes, compagnies qui gèrent plus d'un site, c'est un petit peu plus difficile à estimer. Donc, on voudrait essayer d'être le plus proche possible de votre réalité. Fait que c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. Puis si jamais on voit vraiment que l'enveloppe n'est pas suffisante, bien, on va essayer de trouver des solutions alternatives. On en a quelques-unes en tête que je ne vous communiquerai pas tout de suite parce que c'est vraiment des plans YZ. Là. On est vraiment dans les plans de dernière ordre. Notre objectif, c'est d'essayer de répondre à la demande de tout le monde. On attend encore la réponse à savoir si les sommes non utilisées de la phase 3 pour les organisations, hein, ça c'est propre à chaque organisation, si on va pouvoir aussi les appliquer à la phase 4. Ça, c'est toujours des demandes qu'on fait à chaque phase. Donc, si la réponse est oui, c'est sûr que ça va nous aider. Si la réponse est non, bien, il va falloir trouver des plans B, C, D, E, F. Donc, c'est encore préliminaire, mais là, la première étape, là, c'est de remplir vos demandes, de nous les soumettre pour que nous, on puisse avoir le topo le plus rapidement possible. La date limite pour déposer votre demande, là, c'est le 1er avril 2025. Pas le 2, pas le 3, pas le 4. Vous le voyez, là, l'enveloppe, elle est fermée, elle est petite versus le nombre de demandes qu'on a. Donc, les retardataires du 2 avril, on ne les accepte pas. L'an passé, on les a tous refusés et ce sera la même chose pour cette année. Bien sûr, l'octroi du financement, elle est conditionnelle à la conformité de votre dossier. Donc, si vous n'avez pas finalisé votre phase 3, vous ne pourrez pas appliquer, vous ne pourrez pas être accepté. Vous pouvez toujours appliquer, là, mais vous ne serez pas accepté à la phase 4. Donc, puis comme on vous l'a dit, là, les règles administratives sont restées relativement inchangées. C'est les mêmes frais, c'est les mêmes procédures qui s'appliquent. Et je vous l'ai dit que c'était réduit déjà. Alors, promotion et publicité, ce sont des petits rappels qui existent une boîte à outils. Anne-Marie va vous mettre le lien dans le chat pour faire la promotion. Il y a des villes qui sont hyper créatives dans la promotion, des publicités. On voit des panneaux sur le bord des autoroutes, on voit des autobus qui ont des panneaux. La boîte à outils qui est disponible, là, elle est adaptable. Ma collègue Anne-Marie peut travailler avec vos services de communication de vos villes pour pouvoir adapter le contenu ou adapter le format. Donc, ça s'est fait avec plusieurs villes. N'hésitez pas à pouvoir contacter ma collègue Anne-Marie ou à écrire à Alerte. On vous mettra en contact avec Anne-Marie. N'hésitez pas non plus à on vous avait donné des petites trousses là, de dépliants, de petits tanglers à mettre sur les casiers. On va vous renvoyer ça aussi pour la prochaine phase. Donc, on peut vous outiller si vous en avez plus. Des petits collants. Là. On avait un paquet d'outils là, qui pouvaient vous permettre de promouvoir le tout. Et bien sûr, sur vos sites web, vu que vous offrez la gratuité, on vous encourage à indiquer que c'est un programme du gouvernement du Québec. Et voilà. Alors, en conclusion, avant de passer aux questions, je vais vous faire des petits rappels. Là. Bien lire votre documentation. Le respect des échéanciers, là, ça vous aide et ça nous aide. Dans le fond, là, c'est des trucs pour vous aider à nous aider ou nous aider à vous aider. Tant que les échéanciers ne sont pas respectés, c'est très difficile pour nous de faire un portrait qui est réaliste au gouvernement et de faire nos demandes, entre autres pour l'utilisation des sommes non utilisées de la phase 3, mais ça nous prend les redditions de comptes, sinon on fait des demandes, puis au bout de la troisième demande, ben, on est un petit peu moins bien écoutés, même s'ils sont super gentils et collaboratifs. Là. Il y a une belle équipe du côté du ministère là-dessus. Suivez de près vos inscriptions. Faites régulièrement le bilan qu'on vous demande. Ça vous permet de voir, vous le voyez là, dans Gestio, quand vous rentrez vos participants, là, vous avez un sommaire des sommes déjà utilisées. Alors, ça va vous aider ça aussi à suivre vos enveloppes budgétaires.
Et à titre de gestionnaire, bien sûr, vous avez des responsabilités. Hein? Vous devez commander les manuels selon les formations que vous donnez. C'est pas rare que ma collègue Hélène doit rappeler un centre aquatique parce qu'un parent appelle pour commander ses livres et c'est un centre aquatique qui adhère à la gratuité. Des fois, c'est une mauvaise compréhension du parent. Mais des fois aussi, c'est l'affiliation qui n'a pas bien lu la documentation. Donc, bien lire la documentation, c'était mon point 1. Faites le suivi avec vos formateurs pour qu'ils puissent vous donner les listes de présence, vous donner les feuilles d'examen. C'est vous qui êtes imputable de la reddition de compte. Donc, il faut que les moniteurs soient bien formés à cet effet-là. Et d'ailleurs, dans la requalification moniteur en sauvetage qui roule depuis le forum annuel l'année passée, on a un point là-dessus sur l'importance de la documentation et on a fait un rendez-vous virtuel le mois dernier là-dessus. Donc, on veut vous aider aussi dans tout ça. Alors, je passerai à la période de questions, s'il y en a. Puis là, je vais voir. Il y en a eu, Guylaine, dans le chat. On a eu une question qu'on n'a pas répondu, qui était concernant Attends, il faut juste que je la retrouve, je m'excuse. Anne, je ne sais pas si tu peux m'aider. C'était par rapport lors des renouvellements de brevets, pourquoi les abandons sont facturés? Lors des requalifications? Oui. En fait, c'est une procédure qu'on a mis à l'ensemble des brevets de la Société de sauvetage, pas juste pour le programme de gratuité. Là, c'est vraiment une nouvelle norme administrative qu'on a mis en place, c'est-à-dire que pour les échecs, les abandons, on charge un frais administratif que vous allez voir apparaître sur vos factures. D'ailleurs, on a changé la terminologie. Là. Avant, pour échec, vous voyez frais de brevet, mais il n'y a pas de brevet pour les échecs. Donc, c'est vraiment un frais administratif. Donc, c'est une décision qui a été prise parce que ça nous demande du suivi, ces abandons-là. Et des fois, ils nous rappellent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas s'inscrire au cours suivant. Fait que c'est ça, c'est de pouvoir nous assumer ce travail-là aussi derrière les abandons. Parfait. Je pense pas que... S'il y en a qui ont des questions qui n'ont pas été répondues, vous pouvez ouvrir votre micro. Il y avait une question de la part de Jem concernant les courriels. Oh non, c'était pas une question, là, c'était juste, moi je suis super d'accord que le courriel devienne obligatoire là, à l'inscription, mais j'ai encore des participants, moi, qui sont de la vieille époque, là, ils n'ont pas de courriel. Je sais pas comment ils fonctionnent au travail, mais ils n'ont pas de courriel. Est-ce que le système va bugger si on met aucune adresse courriel? Est-ce qu'on met l'adresse de la compagnie? Quelle serait la procédure s'il y a des gens qui n'ont pas de courriel? Je faisais juste une note, c'était pas une question. Là, Parfait. Puis, dans le fond, ça me permet de poser une question. Je vais juste répondre à ta question parce que c'est pas juste ceux qui sont de la vieille école, il y a aussi tous les pompiers, ambulanciers, policiers qui n'ont pas l'autorisation de donner ce type d'informations-là. Donc, on a une règle déjà pour les dates de naissance. Donc, un participant qui a un profil professionnel qui ne lui permet pas là, de donner sa date de naissance, c'est assez spécifique au service d'urgence. Médecins aussi sont beaucoup là-dessus. Pour la date de naissance, on avait 0101000 que vous mettiez au dossier. On va avoir le même genre de règles pour le courriel, pour ceux qui, on va vous donner un courriel que je vais appeler générique, là, qui remplit les critères de la base de données, mais qui mène à rien, juste pour que la fenêtre ne peut pas rester vide. Là. Donc, on est conscient de ça. On a pensé à quelque chose. J'ai une petite question pour le programme de gratuité. Si on va vers une baisse du budget, est-ce que ça signifierait que 2026-2027, il n'y en aurait pas? Est-ce que ça se peut que c'est la dernière année? Non. Non, ce qui est déjà annoncé, c'est que dans le fond, on devait passer à une enveloppe de 2,5, un peu ce que je disais au début. C'est que lorsqu'on a créé le programme, on avait comme objectif d'utiliser beaucoup plus le programme de parascolaire, qui est la mesure 15028 pour permettre aux adolescents et adolescentes qui sont dans les écoles secondaires publiques de pouvoir se faire offrir des formations en sauvetage, mais via ce programme-là. On l'avait évalué comme ça, mais pour toutes les raisons qui appartiennent à la direction d'école,
ils en ont décidé autrement. C'est ce qui fait que certaines écoles peuvent toujours passer par ce programme de subvention-là. C'est possible. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que notre budget alloué à la gratuité de 2,5 est maintenu et on a réussi, via le ministère, à ajouter 1 million de plus dans le programme, ce qui fait qu'on est à 3,5 pour l'année prochaine. Il y a Cassandre qui a la main levée. Oui. Cassandre, tu peux ouvrir ton micro. Oui, ma première question, là, ça concerne les cours de premiers soins général, parce que, tu sais, cette formation-là, il y en a qui l'apprennent pour pas devenir sauveteur, mais parce qu'ils en ont besoin. Mais là, c'est ça. En fait, la gratuité est seulement pour ceux qui font cette formation-là pour devenir sauveteur. Exact. Ou de notation. Mais ceux qui veulent faire cette formation-là, soit pour eux ou pour un autre emploi, comment qu'on peut dealer avec ça? Oui. Parce que là, si j'ai bien compris, on n'a pas le droit de leur faire payer le plein prix parce que... Oui, premier soin général, Cassandre, c'est un bon point parce que je ne l'ai pas abordé. Premier soin général, c'est pour les participants qui sont inscrits et qui sont dans le continuum pour devenir sauveteurs. Donc, ils ont minimalement leur dossier à médaille de bronze et un croix de bronze. Alors, eux ont droit à la gratuité. Tous les autres qu'on va appeler grand public, vous pouvez les faire payer le plein prix de votre formation. Il faut juste que ce soit bien annoncé. Quand vous allez remettre les résultats, ce qui nous aide beaucoup, là, puis ce qui est vraiment à privilégier, c'est de faire 2 feuilles d'examen dans votre tableau de bord. Un pour les élèves, les candidats en gratuité, puis l'autre pour monsieur, madame, tout le monde, grand public. Vous indiquez dans les commentaires qui sont rattachés ensemble. Vous indiquez un qui est attribué à la gratuité, puis l'autre qui ne l'est pas, pour qu'on puisse faire qu'une seule facture pour les 2 groupes. Là, souvent, pour votre comptabilité, c'est plus facile. Et nous, après ça, quand on fait la validation de votre gestion, bien, on comprend, là, on ne se mélange pas, on n'est pas obligé d'ouvrir toutes les feuilles d'examen pour aller voir qui était gratuit, qui ne l'était pas. OK, super. Puis, je vais en profiter, là, juste pour m'assurer d'avoir bien compris, le mandataire, la personne qui doit signer, c'est ça, c'est la personne la plus haute placée dans l'organisme. Par exemple, moi, je suis avec la Ville de Québec, ça serait la directrice générale de... OK, super. C'est le maire de Québec qui signe pour vous. OK, bien, même si je ne suis pas qu'on a un organisme à but non lucratif? Ah, si c'est l'organisme à but non lucratif, techniquement, tu as un conseil d'administration, c'est le président du conseil ou la présidente du conseil d'administration. Super, merci. Bienvenue. Karen? Oh, OK, cool. Hi. Dans la même lignée de pensée pour les 2 feuilles d'examen, si on a des cohortes multi-provinces, parce qu'on pourrait faire la même chose, comme mettre les candidats hors Québec sur une feuille. Okay. C'est très aidant quand vous faites ça, en fait. Oui, ça va faciliter. Puis l'autre question que j'avais, est-ce que tu peux juste répéter la partie? Tu as parlé qu'on peut charger des frais connexes, puis tu as cité comme exemple Sauveteur Plage, qu'on fait faire venir un formateur de l'extérieur. Donc, moi, ce qui me trotte en tête, c'est des affiliations comme la mienne, que nous, on loue nos heures de piscine. T'sais, on paye un frais pour utiliser la piscine. Non, c'est non. C'est ça. Je te confirme que lorsqu'on avait décidé des paramètres du programme, ça ne pouvait pas inclure les frais de location de piscine. Je comprends. Mais si on fait venir une formateur de l'extérieur, puis on a les frais supplémentaires. Oui, on parle de frais de déplacement, là. Et comme Guylaine le disait, c'est quand vous donnez un cours Sauveteur National Plage et vous offrez de l'hébergement, ben c'est pas prévu dans la gratuité. C'est là où vous devez être en mesure d'expliquer. Et si vous commencez à charger des frais pour justement, parce que mon formateur me coûte plus cher, ça, malheureusement, ça ne pourra pas être autorisé par les critères qu'on a mis de l'avant. Quand j'ai entendu hébergement, je pensais hébergement formateur, mais là, je viens d'allumer qu'il y a des gens qui offrent hébergement pour les candidats. Donc, les candidats, ils peuvent payer l'hébergement, mais si moi, je paye l'hébergement pour mon formateur, c'est dans mes coûts d'opération, puis ça m'appartient finalement. Absolument. Okay, c'est bon. Lost in translation. Merci beaucoup. Problème.
Alors, bien, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. As-tu d'autres mains levées? Oui, Marie-Josée. Oui, Guylaine, tu as mentionné des frais administratifs pour les échecs et les abandons. Oui? C'est ça? À la société de sauvetage. À la société de sauvetage. Ça veut dire quoi, ça? La société de sauvetage vous facture des frais administratifs, là, comme Guylaine vous l'a dit. Là, je vois votre question. Est-ce que vous pouvez facturer des choses à vos clients? Bien, la réponse est non, parce que vous avez été subventionné. Mais on a été subventionné. OK, parce que, bon, c'est un abandon, finalement. On ne paye pas le brevet, c'est vrai? Alors, vous allez payer les frais administratifs auxquels on fait allusion, là, justement. Ah. C'est ça qu'on a changé depuis le 1er janvier, là. OK, j'ai pas encore vu de facture. D'accord, je vais regarder mes factures, puis je vais vous poser la question par courriel parce que... Au pire, on s'en reparlera. Ça ressemble à un coût additionnel pour lesquels moi, je n'ai pas de revenus. Mais je vais étudier la chose. Oui. Quand on a placé les paramètres, là, on a toujours tenu compte des frais, de la moyenne des frais de salaire des moniteurs. On a tenu compte justement des frais de brevet. On a tenu compte de vos frais administratifs là, parce que vous utilisez des plateformes, etc. Ce qu'on a, puis on a créé ce qu'on appelle des petites marges de manœuvre. Là, okay? Mais on a décidé qu'on ne subventionnait pas les locations de piscine, effectivement. Donc, techniquement, lorsque vous déposez sur votre feuille une personne qui a abandonné, vous avez reçu le total de la subvention qui couvre l'ensemble des éléments, dont le coût de brevet. Alors, donc, c'est pour ça qu'on dit, justement, étant donné qu'on doit valider les raisons pour lesquelles les gens ont abandonné, l'échec, là, lui, il s'est rendu jusqu'à la fin. Donc, on avait ce qu'on appelait avant les frais de brevet, comme dit Guylaine, on l'a changé maintenant pour des frais administratifs. Là. Donc, nous, on doit valider certaines choses auprès de ces membres-là. C'est pour ça qu'on vous demande des informations les plus justes possibles. On fait des sondages auprès de ces gens-là. Il faut venir justifier la raison de tout ça. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, quand les gens commençaient à dire « Ah, ben je suis allé à un cours puis je m'apercevais que je n'étais pas assez en forme aquatique. » Alors, c'est ce qui nous a permis de réagir en disant « Maintenant, là, pouvez-vous faire des tests d'entrée pour pas justement se retrouver avec ça? » Parce que quand quelqu'un abandonne le cours, malheureusement, il a pris la personne d'une autre personne qui aurait peut-être pu faire le cours puis recevoir la subvention. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on a mis de l'avant. Fait que oui, Marie-Josée, regardez bien là, comment on vous a facturé depuis le 1er janvier. Puis Guylaine sera en mesure de répondre à vos questions. Parfait, merci. Marc-Claude? Oui, en fait, j'avais une question parce que moi, je travaille pour la Ville de Montréal, donc ça veut dire que ça va demander la signature de la mairesse d'arrondissement pour la personne qui dirige. Cependant, je voulais savoir, est-ce qu'il faut faire une résolution du conseil pour obtenir cette signature vu que c'est une demande de financement? Parce que s'il y a une résolution du conseil qui doit être faite, ça veut dire que je dois faire un GDD et ça se fait une fois par mois, puis ça va passer au mois d'avril. Donc là, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Guylaine, ça dépend vraiment de... Oui, vas-y. Oui. C'est Janie, la Tulipe, Plateau Mont-Royal. Oui, vas-y, Janie. Oui, GDD, oui, résolution du conseil, oui, tout ça. Habituellement, moi, il signe en décembre. Si tu as des questions, tu m'écris par Teams, Janie, la Tulipe. Merci. OK, super, merci. Bon, voilà. Rien de mieux qu'une ville de Montréal pour répondre à une autre ville de Montréal. Jonathan? Yes, question. Dernièrement, j'ai fait une espèce de mes calculs pour savoir si je t'ai rendu up-to-date. Puis, je me suis rendu compte que, avec le nombre d'inscriptions que j'ai en date du 31 mars, ce qui va m'être facturé, tout ça, puis j'avais écrit à alerte, là, j'ai juste pas eu un suivi vraiment précis par rapport à ça. Le troisième versement qui, je pense, qui va être alloué dans les prochaines semaines, j'ai dit, je pense que je n'aurais pas besoin. Est-ce qu'il va il va m'être donné, puis à la prochaine phase, il va être diminué comme la dernière phase aussi? Ça se pourrait, on attend. Ça, tu vas. En fait, là, ce que Anne va faire, là, c'est qu'elle va recevoir toutes vos redditions de compte. Ouais. On doit avoir toute la reddition de compte de votre organisation pour voir si on vous fait le troisième versement ou non. Ceux qui, avec le premier et le deuxième versement, sont déjà dans leurs frais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir
la réponse du ministère, à savoir si on applique les sommes non utilisées ou non. Ça se pourrait qu'on vous le verse. Parce qu'il faut vous l'avoir versé pour pouvoir le déduire. C'est ça. OK, parfait. Fait que ça va venir dans les prochaines semaines. Là. L'année passée, on a fait ça avec les affiliations d'été. On avait payé à l'automne le réel qu'ils avaient utilisé à l'été. Puis avant de pouvoir commencer la prochaine phase, on l'avait reversé le montant non utilisé pour être sûr de pouvoir l'appliquer sur. C'était à eux autres, entre autres, qu'on a fait des avenants. Ça nous permettait de ne pas piger dans l'enveloppe de 5 millions pour pouvoir assumer. En tout cas, c'est la créativité comptable. Effectivement. OK, parfait. C'est bon. Karen? Je bifurque une petite affaire, mais c'est au sujet des abandons. Donc, un abandon, on s'entend que quelqu'un se présente au moins pour la première heure ou 5 minutes du cours. Donc, on les voit physiquement, puis ensuite, pour X, Y raison, ils abandonnent. Si, avec nos abandons, on tombe en bas des ratios qui sont cités dans les guides de programme, comment on va procéder par la suite pour la balance de la formation? Faites une demande de dérogation, vous complétez le formulaire sur le site web. Merci. Guylaine, avant de continuer avec Cassandre, on a une question qui a été posée dans le chat. Grâce à cette subvention, nous offrons ces cours gratuitement à nos membres alors qu'auparavant, il y avait des frais supplémentaires. Comment prendre en compte la rémunération des instructeurs dans notre budget, sachant qu'ils sont salariés? C'est qui? Je ne sais pas si la personne peut ouvrir son micro, je ne suis pas sûre de comprendre. Oui, c'est moi. Alors, on s'est parlé des frais qui sont exigibles. Et je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire le comptable pour ces salariés. Donc, il faut qu'on offre ces cours gratuits, n'est-ce pas? Oui. Alors, auparavant, il y avait un frais supplémentaire. Alors, est-ce que ces frais sont valides comme pour la subvention? OK. Vas-y, Guylaine, si tu veux. OK. Un peu ce que je vous disais au préalable, lorsqu'on a fait les analyses avant même l'annonce d'un projet similaire à ça, ce qui veut dire qu'on est dans les années 2020-2021, on est allé valider la majorité, je ne peux pas dire la totalité, mais la majorité des différents sites web de nos affiliations pour voir qu'est-ce qui facturait comme étant les cours de sauvetage, médaille de bronze, pas de bronze, sauveteur national. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout ça dans un chiffrier électronique. On a poussé plus loin l'analyse en disant, ben c'est clair qu'il faut subventionner, si je peux me permettre, tous les frais associés au manuel de formation, tous les frais associés aux frais d'examen. On a travaillé sur ce que j'appelle, moi, la moyenne des salaires des instructeurs de sauvetage ou des formateurs. On a posé des questions à des affiliations pour connaître quels étaient les frais administratifs, là, parce qu'il y a du personnel qui prend vos inscriptions pour ces gens-là. Là. Alors, on est venu mettre ces paramètres-là et ce qu'on s'apercevait, c'est si on incluait d'autres paramètres tels que location de piscine, là, ça gonflait indûment justement la possibilité de subventionner tout le monde, parce que je veux juste vous rappeler que c'était quand même une enveloppe de 5 millions là, que nous avions. Alors, c'est là où on a décidé de dire, est-ce qu'on est capable de rejoindre environ 80% des strates de frais, en sachant très bien que certaines affiliations, pour ne pas dire des municipalités entre autres, subventionnaient déjà la formation pour devenir sauveteur, parce qu'on a vu des médailles de bronze à 150 $.
les médailles de bronze à 170 $, tandis qu'on a vu d'autres organisations charger 450 $ pour le même cours médaille de bronze. Donc, on ne pouvait pas aller en disant, on va subventionner le total. Et c'est pour ça qu'on a établi les subventions, médaille de bronze à 250 $ pour l'an 1 et l'an 2, la phase 1 et phase 2. Après, on est venu indexer un petit peu en fonction des paramètres du coût de la vie pour la phase 3. Et comme Guylaine le dit, c'est les mêmes frais qui sont associés à la phase 4. Moi, j'ose espérer qu'avec les subventions qu'on vous transmet via le gouvernement, vous êtes en mesure d'offrir la gratuité à nos candidats et nos candidates. Toutefois, je dois nous rappeler que c'est un programme qui est volontaire. Si pour vous, en tant qu'affiliation, vous ne voyez aucun avantage à offrir la gratuité en suivant ces paramètres-là, vous pourrez faire comme certaines de nos affiliations qui ont décidé qu'ils n'adhéraient pas au programme de la gratuité et qui allaient offrir des cours où est-ce qu'ils pouvaient facturer le montant que ça leur coûte vraiment. Alors, est-ce que c'est l'idéal? La réponse est forcément non. Mais à tout le moins, ce qu'on sait, c'est que ceux et celles qui adhèrent au programme de la gratuité, ils suivent les paramètres. Fait que nous, on ne veut pas apprendre par la bande que l'affiliation a facturé des sommes pour lesquelles a été subventionnée. C'est là où on se dit, les paramètres sont là. Puis comme le dit si bien Guylaine, il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'argent de la Société de sauvetage, ça, c'est l'argent du gouvernement du Québec. Donc, les audits avec la vérificatrice générale sont possibles. Les audits comptables sont toujours là à la Société de sauvetage. Et c'est pour ça qu'on se fait un devoir de gérer le plus correctement en fonction des critères le programme sur la gratuité de moniteurs et de sauveteurs aquatiques. OK. Alors, comme preuve de... Mais quelles sont les preuves qu'il faut fournir comme dépenses pour les dépenses, les vous n'avez audits? pas de preuve. Ouais. Vous n'avez pas de preuve pour les dépenses à fournir, c'est juste un fichier à compléter. Vous OK. nous donnez votre OK. budget, entre guillemets. Là. OK, parfait. C'est la troisième saison qu'on l'a fait. Et les deux autres saisons étaient parfaites. Il y avait pas de problème. Mais j'ai compris que la phase 4 avait d'autres conditions comme preuve. Non. Non, c'est les mêmes conditions. Il n'y a aucun problème. OK. C'est pour ça qu'on fait ces rencontres-là. Cassandre. Oui, pour les preuves d'inscription, comme exemple, notre plateforme d'inscription Kidigo, dès que la personne est inscrite, ça le met sur la liste de présence. Puis nous, notre liste de présence, on la prend de cette plateforme-là. Fait qu'est-ce qu'elle peut être considérée comme une preuve d'inscription? Mon Dieu, j'ai de la difficulté. Ou il faut vraiment que je trouve une autre façon de le faire, puis que les listes de présence, c'est juste une autre preuve. Non, si votre liste de présence est générée par Amélia, par exemple, juste à l'indiquer dans les commentaires quand vous allez la soumettre qu'elle est générée via les inscriptions par Amélia. Super. Vous n'êtes pas la seule comme ça. OK, c'est bon, merci. Catherine. Oui, en fait, j'ai deux questions. La première est que sur pour signer la demande, en fait, là, nous, la mairesse, la mairesse. La convention ou la demande? La convention d'aide financière. La mairesse a fait, le conseil de ville a fait une résolution pour que ce soit le greffe qui signe à la place. Donc, ça, c'est toujours valide. Oui, il faut en faire une autre pour la phase 4. Il va falloir la renouveler. OK. Une autre, OK. Oui. La phase 4. Parfait. Puis, mon autre question, mais peut-être que je pourrais contacter Anne-Marie, ou en tout cas, on a fait une demande sur gestion récemment, puis on a placé la demande dans le 2025-2026, puis elle n'a pas été répondue encore. Est-ce que c'est une erreur ou... Peut-être contacter directement Anne via formation gratuite, puis elle va regarder ça avec vous. OK, parfait. On va pouvoir la contacter. Merci beaucoup. Oui, parfait, merci. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Si jamais on a passé par-dessus votre question dans le chat, là, c'était involontaire.
Donc, vous pouvez nous les envoyer à formation.gratuite@sauvetage.qc.ca. Donc, on a Anne qui surveille les courriels de façon très rigoureuse et on va pouvoir vous répondre. S'il faut, on fera un appel team ensemble pour regarder le tout. Donc, merci de votre présence. Merci d'avoir été là, on a un petit peu extensionné sur votre début d'après-midi. Puis, merci d'y croire aussi, puis d'adhérer à notre programme de gratuité. Je pense que c'est bénéfique. On en a vu le bilan tantôt. Merci tout le monde. Bye bye. Merci.